Le début de la grille. Aujourd'hui, on va enfin faire apparaître notre première grille dans le jeu. Ça ne sera pas une grille parfaite, ça ne sera pas 100% fonctionnel, ce ne seront pas toutes les grid types qui vont être supportés, mais au moins on va avoir une première version de notre grille. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, je vais commencer par enlever tous les assets que j'ai ajoutés dans mon persistant dans la dernière vidéo pour faire les shapes. Donc, je vais tout sélectionner ici et tout supprimer. Voilà. Maintenant, on peut sauvegarder le persistant. Et je vais conserver tous mes autres levels cachés pour l'instant parce qu'on va se servir de l'espace vide ici pour bâtir notre grille de base. Grille de base que nous devons aller coder, donc allons faire ça. Je vais aller dans Blueprint, dans Core, dans Grid, et je vais me créer un nouveau blueprint de type acteur, que je vais nommer BP_grid, et je vais l'ouvrir. Et ici, la première chose qu'on va couvrir, c'est le visuel de notre grille. Donc, comment qu'on va faire pour faire afficher notre grille dans notre niveau? Eh bien, puisque notre grille est composée de plusieurs carrés, en fait beaucoup de carrés, beaucoup de tiles qui sont exactement identiques les unes aux autres, on va utiliser un Instance Static Mesh Component, qui est relativement équivalent à un Static Mesh Component que vous connaissez probablement déjà, mais qui vient en plus avec la possibilité de dupliquer ce Static Mesh plusieurs fois sans pour autant coûter trop cher en performance. Donc c'est vraiment surtout pour optimiser les performances qu'on utilise un Instance Static Mesh Component à la place de spawner, on va dire, 1000 Static Mesh Component. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais aller dans mes components à gauche et cliquer sur Add Component. Ici, je vais chercher pour Instance, Static Mesh. Donc je prends le deuxième ici. Et maintenant, je peux aller à droite dans les propriétés de mon Static Mesh Component et choisir mon Static Mesh. Donc dans mon cas, je vais prendre le SM Square Flat. SM Grid Square Flat. Comme ça ici. Par défaut, il vient avec le matériel de base, donc le World Grid Material. Je vais changer ça. Je vais mettre le Border Square que nous avons fait dans la dernière vidéo. Et voilà, maintenant je peux compiler et sauvegarder ce blueprint. Mais là, on voit rien dans le viewport. Pourquoi? On vient de setter le mesh, on vient de setter le matériel, pourtant le mesh devrait apparaître. Mais c'est pas comme ça que l'instance static mesh component fonctionne. Parce que dans le fond, pour que ce component-là fonctionne, il faut lui donner une liste d'instances à faire apparaître. Et les instances, dans le fond, c'est seulement des transforms, donc la position, rotation et le scale de chacune de nos instances qu'on veut faire apparaître. Donc allons en ajouter. Je vais cliquer sur le plus à côté de instance, et déjà là, on peut voir ma première case qui vient d'apparaître. Ici. Et elle est apparue à 0, 0, 0 parce que dans mon transform ici de ma case, la location est 0, 0, 0, rotation 0 et scale 0. Si le matériel sur votre mesh ne semble pas fonctionner et que tout est gris, dans le fond c'est parce qu'il faut aller cocher une petite case dans le matériel. Donc on va double-cliquer sur le matériel instance qui nous amène dans le matériel instance. Ensuite, on va cliquer sur le parent pour ouvrir le vrai matériel. Et ensuite, si on sélectionne le matériel, on peut scroller en bas à gauche ici et faire sûr que Used with Instant Static Meshes est coché ici. Donc, il faut cocher la case. Ensuite, on peut sauvegarder le matériel et maintenant, votre matériel devrait bien fonctionner avec votre Static Mesh instance ici. Ok, maintenant, testons d'ajouter une deuxième case. J'ajoute la deuxième case. Il n'y a rien qui a changé dans le viewport parce qu'elle est apparue à la même endroit que la dernière. Donc, juste pour pouvoir voir que ça fonctionne, je vais changer la location de ma deuxième case et je vais écrire 100 à la place. Et voilà, on peut voir que la deuxième case est déplacée vers la droite. Et de la même façon, on peut ajouter plusieurs autres cases. Donc, je peux ajouter une troisième que je vais mettre à moins 100, une quatrième que je vais changer le Y à la place pour le mettre à 100, et pourquoi pas une cinquième que je vais mettre en moins 100 Y. Et voilà, on commence déjà à avoir une grille. Et comme ils utilisent le Instance Static Mesh Component, Unreal calcule tout ça en une seule fois et les rend à l'écran en une seule fois, à la place de décider de rendre chacun des éléments individuellement. Et on peut même aller mettre notre grille dans le monde, donc je peux prendre mon BP Grid et le mettre dans mon monde, et je vois que maintenant ma grille apparaît avec toutes les cases que j'ai déjà ajoutées. Mais par contre, nous, on va devoir ajouter ces cases-là en code. On ne va pas les ajouter une par une comme on vient de le faire. Ça ne fonctionnerait vraiment pas. Donc, on va retourner dans le blueprint. Et en fait, je ne vais pas les supprimer de la liste pour l'instant parce que je veux garder un visuel, mais on va sûrement les supprimer plus tard. Donc, pour l'instant, je vais simplement aller dans le Event Graph à la place. Et ici, je vais complètement ignorer les trois événements de base et je vais simplement aller me créer une nouvelle fonction pour faire apparaître ma grille. Donc, je vais aller dans mes fonctions ici à gauche et cliquer sur le plus function ici.
Pour le nom de la fonction, je vais l'appeler spawnGrid. Et ici, c'est maintenant le temps de penser à quelles sont les informations que nous avons besoin de savoir lorsqu'on veut faire apparaître notre grille dans le monde. Eh bien, si je retourne dans mon level, si je me sers de cette grille comme exemple, en ce moment, ce qui est important de savoir pour cette grille, c'est quelle est sa position dans le monde. Donc en ce moment, elle était à 0, 0, 0. Mais on veut pouvoir changer la position de notre grille dans le monde. Donc ça va être notre première variable. Je vais retourner dans mon graphe et je vais sélectionner ma fonction et aller me créer un nouveau input à droite. New parameter. Puisque c'est une position, ça va être un vecteur que je vais nommer center location. Donc la position du centre de ma grille. Ensuite, le deuxième élément qui nous est utile de savoir, si je retourne dans le level, c'est la grosseur de mes cases de ma grille. Donc, si par exemple je voudrais que mes cases soient 2 fois plus grosses, je pourrais scaler mon component pour qu'il soit plus gros. Et à l'inverse, si je veux qu'il soit plus petit, je peux les mettre plus petits. Donc, le second input de notre fonction va être la grosseur de nos cases. Donc, je retourne dans ma grille, je sélectionne ma fonction et je me crée un nouveau paramètre. Je vais encore une fois garder un vecteur puisqu'on veut changer le scale en x, y et z de notre case et je vais le nommer TileSize. Ensuite, un autre élément qui est important à savoir, c'est combien de cases que nous voulons. Donc, en ce moment ici, j'ai 1, 2, 3 cases de large et 1, 2, 3 cases de long. Et cette information-là est importante pour tout type de grille, parce qu'on veut pouvoir décider combien de cases qu'on veut faire apparaître. Donc on va retourner dans le graphe et sélectionner notre fonction et ajouter un autre input. Cette fois, ce ne sera pas un vecteur, mais ça va être un vecteur 2D. Parce qu'il y a seulement le X et le Y qui nous intéressent, puisque nous ne spawnons pas vraiment des cases de haut en bas. Et pour le nom, je vais le nommer TileCount. Et finalement, la dernière variable qu'on veut rentrer en input à notre fonction, c'est la forme de notre grille. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit un carré, un hexagone ou un triangle? Donc, je vais me créer un quatrième input que le type va être de notre enum que nous avons créé dans la dernière vidéo. Donc, grid shape, la pin verte ici dans les enums. Et le nom, je vais simplement l'appeler shape. Et voilà, on a maintenant toutes les variables qui nous permettent de spawner notre grille dans notre monde et de lui donner le visuel qu'on désire. Ok donc, dans notre fonction, la première chose que je vais commencer par faire, c'est de prendre ces variables ici et les sauvegarder dans des vraies variables. Parce qu'en ce moment, elles sont seulement visibles à l'intérieur de cette fonction. Mais on veut pouvoir les sauvegarder à l'intérieur de ce blueprint ici pour pouvoir les utiliser plus tard. Parce que ces variables-là ici ne vont jamais changer une fois que la grille est spawnée. Sauf si, évidemment, on spawn une seconde grille, qui devrait supprimer la première et la remplacer. Donc, pour transformer ces variables-là en variables de notre blueprint, on peut simplement faire clic droit sur la variable et cliquer sur Promote to Variable. Faites attention de ne pas prendre Promote to Local Variable, parce que ça, c'est des variables qui sont seulement visibles à l'intérieur de cette fonction-là ici. Donc, ce serait la même chose que de prendre le input directement. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut pour l'instant. On veut vraiment avoir Promote to Variable, qui va être visible dans tout le blueprint au complet. Promote to Variable. Et ensuite, il faut les nommer. Donc, celle-là, je vais l'appeler Grid Center Location. Ensuite, je vais faire pareil pour Tile Size. Je vais promote to Variable que je vais nommer Grid Tile Size. Même chose pour Tile Count. Donc, Grid Tile Count. Et finalement, pour la Shape, Grid Shape. Que je vais attacher les uns aux autres. Comme ça. Et maintenant qu'on a nos 4 variables à gauche ici, on peut directement mettre le petit œil ouvert pour qu'on puisse les voir dans l'éditeur tantôt quand on va en avoir besoin de les changer pour pouvoir tester. Et juste pour être sûr que ça fonctionne, je peux compiler le blueprint et retourner voir dans mon niveau. Si je sélectionne mon blueprint dans le level, je peux voir à droite ici que dans les default variables, il y a maintenant toutes nos variables. Parfait, je vais retourner dans le blueprint. Donc, la prochaine chose qu'il faudrait faire, ce serait de changer le visuel de notre instance static mesh ici. Parce qu'en ce moment, si on retourne voir dans le viewport, on peut voir qu'il affiche des carrés. Mais si jamais en input, on s'était fait passer un hexagone ou un triangle, on veut pouvoir changer la valeur de notre instance static mesh pour qu'elle affiche des triangles ou des hexagones. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais prendre mon instance static mesh et le mettre dans le graphe. Et ici, on peut setter le static mesh. Donc, je vais faire set static mesh. Et ici, il nous faut le mesh. Donc, je pourrais aller sélectionner mon carré, mon triangle ou mon hexagone. Mais dans notre cas, toutes ces informations-là étaient déjà enregistrées dans une data table qu'on avait fait dans la dernière vidéo.
Donc, on va aller réutiliser cette data table pour nous dire quelle mesh utiliser comme input. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, je vais faire clic droit et je vais chercher pour get data table row. Pas le row name, on va prendre le row, donc le dernier en bas ici, get data table row. Et cette node nous demande quelle data table utiliser. Donc, je vais changer la data table en input et je vais prendre notre grid shape data qu'on a créé dans la dernière vidéo. Et ici, dans le row name, on peut maintenant choisir entre nos trois shapes, donc le carré, le triangle et l'hexagone. Et en output, la data table nous retourne une structure qui contient tout le data qu'on a besoin. Donc, dans notre cas, je vais juste prendre le output ici et je vais faire un break dessus. Break S grid shape data, qui me sépare ma structure pour me donner accès à toutes les variables qui sont à l'intérieur, dont le flat mesh que nous allons utiliser pour notre set static mesh. Et tant qu'à y être, on peut aussi en profiter pour setter le matériel. Donc, je vais faire pareil, set material, que je vais connecter ici, et que je vais prendre le border material, ici, flat border material, que je vais connecter dans mon matériel. Ensuite, on peut les connecter ensemble. Donc, dans le row found, on va connecter mon set static mesh, et je vais connecter la node ici après le grid shape. Parfait. Mais bon, il reste encore à updater le row name basé sur notre grid shape. Donc pour faire ça, c'est simple, on peut juste prendre le grid shape, le mettre ici dans le graphe et le connecter à notre row name. Unreal va le convertir pour nous. Et voilà, maintenant notre mesh devrait s'updater dépendant de la shape qui est passée. Donc on peut aller tester ça. Et pour faire ça, je vais utiliser le construction script qui est ici. Ou si vous ne l'avez pas d'ouvert dans les onglets, vous pouvez simplement l'ouvrir ici à gauche dans les fonctions. Double-cliquer dessus. Et le construction script, il se fait appeler dans l'éditeur à chaque fois qu'on bouge notre objet ou qu'on change une des variables. Donc, on va s'en servir pour appeler notre spawn grid function. Donc, on va glisser le spawn grid ici. Je vais la connecter. Et puis, je vais utiliser mes 4 variables à gauche qu'on peut maintenant changer dans l'éditeur comme input à cette fonction. Donc, je vais les connecter comme ça ici. Donc, maintenant, on devrait pouvoir changer la shape de notre grille. Donc, je vais compile et save et retourner dans le niveau. Et ici, à droite, si je change le grid shape pour square ou hexagone, techniquement, ça devrait changer notre grille, mais ça ne fonctionne pas. OK, c'est étrange. On va aller voir pourquoi. Premièrement, est-ce que notre code se fait appeler? C'est la première question à se poser. Donc, je vais déplacer mon blueprint ici et je vais le regarder. Et pour que ça fonctionne, dans le fond, il faut que dans le petit onglet en haut, ici, vous choisissez votre blueprint que vous voulez débugger. Donc en ce moment, je veux débugger le BP Grid. Donc je vais le sélectionner ici. Et ensuite, on devrait voir le flow d'exécution lorsque le construction script se fait appeler. Donc si je change ma variable ici pour aller un hexagone, on peut voir que le flow d'exécution s'est fait appeler. Même chose si je le change à triangle. OK. On va double-cliquer sur Spawn Grid et voir où est le problème. Donc ici, je vais zoomer sur mon bout de code qui m'intéresse. Et je vais rappeler le construction script, comme ça. OK, ça rentre, mais ça sort jamais. Ça, c'est étrange, parce que ça devrait toujours sortir. Donc, on dirait qu'il ne trouve pas la rangée, et peut-être que c'est le row not found qui se fait appeler. Donc, juste pour faire sûr, on peut s'ajouter un print ici. Donc, print string. Et ici, je vais me faire une string composée pour en profiter pour me dire quel est le input qui passe en row name, juste pour faire sûr qu'il fonctionne. Donc, je vais faire un append. Append, comme ça. Et ici, je vais m'écrire un message. Donc, je vais écrire erreur, dash, invalide, row name, peut-être, dash, espace, et je vais connecter mon row name. Ensuite, je vais aussi en profiter pour expand mon print string, et je vais changer la couleur pour du rouge, parce que c'est une erreur. Donc, les erreurs vont être rouges. Et la duration, vu que c'est une erreur, je vais la mettre plus longue, on va dire 5 secondes. OK, maintenant, on peut compile. OK, déjà là, ça s'est fait appeler. OK, parfait. Et si je regarde dans mon écran ici, OK, ça a disparu. On va recompiler juste pour qu'il se fasse appeler encore. Erreur, invalid row name, a grid shape, new enumerator 0. OK, c'est pas du tout le nom que je veux. Ça, c'est étrange. Et la raison pourquoi que ça arrive, c'est que dans le fond, le new enumerator 0, 1, 2, c'est le nom qui est utilisé à l'interne en arrière dans le code. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le display name, vraiment le nom qu'on a écrit dans notre enum. Donc, à la place de le convertir en texte directement, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir, mais il faut dans le fond le convertir en string en premier. Donc, je vais prendre le grid shape ici,
je vais le connecter à mon string juste pour me créer la node convertToString. Et puis, je vais utiliser cette node convertToString que je vais convertir en texte pour mon rowName. Donc, je vais supprimer ce qu'il y avait là ici, Et comme ça, si je convertis mon enum en string, puis mon string en name, ça devrait fonctionner. Mais avant de tester, je vais juste reconnecter mes nodes comme il faut, donc ça ici, et je vais reconnecter mon print comme il faut aussi. Donc maintenant, si je clique sur Compile, erreur, rowName invalide none. OK. Mais pourtant, ça a quand même fonctionné. OK, ça c'est louche. Eh bien, c'est parce que dans le fond, ma default value est 0 et le construct se fait appeler sur le mesh qui est dans le viewport ici, en plus de celui qui est dans le monde. Donc, puisque ma grid shape par défaut est none ici, quand que la fonction se fait appeler sur mon élément qui est dans le viewport ici, ça ne fonctionne pas. Donc, juste pour pas qu'il chiale, je vais changer la grid shape pour square ici. Ensuite, je peux compile. Bon, maintenant, j'ai plus de message d'erreur, c'est parfait. Et si je retourne dans mon monde seulement ici, et que je regarde mon acteur, je peux maintenant changer le grid shape pour un triangle, un square ou un hexagone. Donc, on peut vraiment changer entre toutes nos formes. Et si on sélectionne None, ça nous fait un invalide erreur None. Parfait. Donc, je vais retourner dans mon blueprint et je vais retourner dans ma fonction de spawn. Et dans le fond, ce petit bloc de code ici, on va l'utiliser vraiment souvent parce que ça va arriver souvent qu'on va vouloir référencer la grosseur de notre mesh, le mesh qu'on veut utiliser, le matériel ou les autres matériaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit en ayant toutes les nodes désélectionnées, donc le print, le datatable row et ces nodes-là ici. Je vais toutes les sélectionner. Je vais faire clic droit et les collapse to function pour me créer une fonction que je vais nommer getCurrentShapeData. Et je vais aussi mettre cette fonction pure pour ne pas devoir connecter des pins d'exécution à elle. Et ça, pour faire ça, on peut aller en haut à droite et cliquer sur pure ici. Et voilà, ça convertit notre node comme ça en une petite node flottante. Parfait. Je vais juste aller double-cliquer sur la node pour être sûr que le comportement a bien été collapsé. Et on dirait que ça a bien fonctionné. Donc, parfait. Je peux compile, save et retourner dans ma fonction pour continuer le flow. Ok, bon, c'est enfin le temps de spawner nos cases via code. Mais avant, on va devoir définir comment on va faire ça. Donc, je vais juste m'en venir ici et je vais ouvrir le snipping tool. Donc, comme ça, je peux dessiner. Dans le fond, la façon qu'on va faire, c'est que, mettons, notre grille, on veut que ce soit les cases qui sont ici. Comme ça. Puis là, on voit les cases qui sont dans le mur. Là, on va garder les mêmes grilles qui sont dans le graphe. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est looper à travers toutes nos cases. Donc, l'idéalement, on commence dans le coin en bas à gauche ici. Et on avance d'une rangée. Et une fois qu'on est dans la rangée, on passe dans toutes les cases. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, une fois que la rangée est finie, on passe à la prochaine rangée. On va ici et on augmente. Toup, 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 toup. Et encore une fois, prochaine rangée, on va ici et on augmente. Donc, c'est comme ça qu'on va créer notre grille. En ce moment, la valeur qu'on a accès, c'est seulement le milieu de notre grille, donc le point ici. Donc, il faut trouver la valeur de notre coin en bas à gauche pour qu'on puisse ensuite looper dans toutes nos colonnes et toutes nos rangées pour populer notre grille. Mais avant de pouvoir commencer à faire ça, il faut définir le coin en bas à gauche. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, je retourne où est-ce qu'il y a mon code ici. Et on va se créer une nouvelle variable. Donc, je vais simplement cliquer sur le plus variable ici et je vais la nommer grid bottom left corner location. Et je vais changer le variable type pour qu'il soit un vecteur. Ensuite, je vais la prendre et faire un set dans le graphe et la connecter après mon set matériel. Et donc, comment on définit ça? Eh bien, on a le point du centre et on va aller par là. Donc le point du centre moins la moitié de nos x, donc x divisé par 2, et moins y divisé par 2. Ça devrait nous donner la moitié de notre grille en diagonale et ça nous devrait nous amener vers le coin en bas à gauche. Donc c'est ça qu'on va aller faire. Ici, je vais prendre mon centre, donc grid center location, et je vais faire un moins, donc vecteur moins vecteur. Et ensuite, pour trouver la distance à parcourir en diagonale par en bas à gauche, je vais avoir besoin du grid tile count, donc combien de tiles qu'on a dans notre grille, ainsi que la grosseur de chacune de nos tiles. Donc pour nos grid tile count, vu qu'on veut seulement utiliser la moitié de notre grille, vu qu'on est déjà au centre, on veut utiliser la moitié horizontale et verticale, on va faire diviser par 2. Donc on drague vecteur 2 divisé par float. Et on va y aller avec un 2. Donc la moitié de notre grille.
Ensuite, pour trouver la distance de cette quantité de cases-là, il faut la multiplier par la grosseur de chacune de nos cases. Donc, je vais multiplier notre vecteur 2, donc multiply, vecteur 2 times vecteur 2. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est connecter directement notre vecteur 3 à notre vecteur 2. Et Unreal, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le Z. Si vous lisez la node ici, dans le fond, Unreal enlève le Z component de notre vecteur 3, ce qui est parfait dans notre cas parce qu'on s'en fout du Z dans ce cas. Et ensuite, je peux simplement connecter le output de ma multiplication à ma soustraction. Unreal réajoute un Z à notre vecteur 2 pour refaire un vecteur 3 et il met 0 dedans. C'est parfait, ça ne nous affecte pas. Et maintenant, on peut le connecter à notre bottom left corner location. Parfait, ça devrait fonctionner pour nous donner le coin en bas à gauche. Ok, faisons nos loops. Donc, je vais aller ici à droite et je vais prendre mon grid tile count, donc la quantité de cases que j'ai dans ma grille. Ensuite, je vais vouloir looper à l'intérieur de mon X et de mon Y de mon grid tile count, donc je vais faire clic droit sur ma node et le split struct pin pour avoir accès à mon X et mon Y. Et puis, je vais me créer une for loop, donc clic droit dans le vide et chercher pour for loop, ici. Le first index, il va évidemment être 0 parce qu'on commence dans le coin en bas à gauche. Et ensuite, on va prendre le grid tile count en X qu'on va round pour faire un int parce que ici j'ai un float et je veux avoir un int pour entrer dans la for loop. Et je vais ensuite soustraire 1 pour pouvoir enlever le dernier. Parce que dans le fond, un count et un index, les index sont toujours 1 plus petit que le count. Donc, je fais faire -1 et je vais le connecter comme last index. Ensuite, je peux connecter ma for loop après mon grid bottom left. Et je peux me sauvegarder mon index dans une variable. Donc, je vais faire clic droit, promote to local variable cette fois, parce que je ne veux pas qu'elle soit accessible pour toute la durée de vie de mon blueprint, seulement pour la durée de vie de cette fonction. Donc, promote to local variable, que je vais simplement nommer x. Ensuite, je vais dupliquer toutes ces nodes ici et les coller tout de suite après, les mettre à l'intérieur de ma première for loop et les connecter après le set de mon x. Et à la place d'utiliser le count x, je vais utiliser le count y pour cette seconde for loop. Et maintenant, je peux promote l'index, promote tout local variable et le nommer y. Et ici, avec le x et le y, on a toutes les informations qu'on a besoin pour définir la position de notre case dans le monde. Donc, je vais commencer par me créer une nouvelle variable, locale variable, cette fois encore, et je vais la nommer tile transform, parce qu'on va setter tout son transform au complet. Pour le variable type, je vais le changer en transform, et ensuite je vais faire un set de la variable dans mon graphe. Je vais le connecter après le y, ici, et je vais splitter le transform. Donc je vais faire clic droit sur le transform, split struct pin. On va commencer par le plus simple, donc la rotation. 0 rotation, parfait. Notre case ne tourne pas, c'est génial. Ensuite, pour le scale, ça va dépendre du tile size qu'on veut avoir, donc notre grid tile size. Donc, je vais prendre le grid tile size. Et en fait, puisque notre mesh qu'on utilise à l'intérieur de notre instance static mesh a déjà une grosseur. Dans notre cas, en ce moment, les meshes que j'ai importés, ils ont 100 par 100 de unit. Il faut donc adapter notre grid tile size pour qu'il fonctionne avec le mesh qu'on a déjà utilisé. Donc, je vais diviser mon grid tile size par la grosseur actuelle de mon mesh. Donc, je vais faire divide, ici, vecteur divide vecteur, et je vais le connecter à mon scale. Pour le vecteur, je vais devoir piger dans le shape data, donc je vais prendre mon get current shape data, fonction que j'ai à gauche ici, et je vais breaker le réseau, donc break. Et ici, j'ai mon mesh size, donc je vais simplement le connecter. Et voilà, c'est tout pour le scale. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la position. Donc, comme on a dit, on veut partir du coin en bas à gauche et incrémenter et augmenter jusqu'à ce que la grille soit complétée. Donc, je vais prendre le bottom left corner ici. Je vais faire un plus, parce qu'on part du coin en bas à gauche, et le connecter à mon location. Ensuite, on veut savoir quel index qu'on est rendu dans notre loop, donc notre x et notre y, comme ça ici. Et on veut le multiplier par la grosseur de chacune de nos cases. Donc, chacune de nos cases devait prendre un certain nombre de units. Et donc, on va multiplier la grosseur de chacune de nos cases par la case qu'on est rendu, pour qu'elle soit placée exactement à la bonne place dans le monde. Donc, je vais reprendre mon grid tile size, le copier et le mettre ici. Et je vais faire un multiply, donc vecteur times vecteur, et je vais l'attacher à mon plus. Ensuite, je vais splitter mon multiply en cliquant droit dessus et en faisant split struct pin. Et puis, je vais connecter le x dans le x et le y dans le y. Le z n'est pas important parce que nos cases ne sont pas en 3 dimensions. Et voilà, on a maintenant notre tile transform location, rotation et scale de fait.
On peut maintenant spawner la tile pour vrai. Donc, pour ça, on fait juste prendre notre instance static mesh et faire add instance. Donc, on ajoute une nouvelle instance. Pour le transform, on va prendre notre tile transform qu'on vient de créer et on va connecter tout ça ensemble. Comme ça. Donc maintenant, on définit notre transform et on l'utilise pour créer une nouvelle instance dedans notre instance static mesh. Parfait, on va commencer par aller voir juste si ça fonctionne. Donc compile save et je retourne dans mon monde. Ici, ma grille n'a pas changé, donc déjà là, c'est un problème. Mais dans le fond, c'est parce que mes valeurs par défaut ne sont pas très bonnes. Donc en ce moment ici, mon grid tile size est 0, donc ça me ferait des cases de 0. Et en fait, mon grid tile count est 0 et 0, donc il ne spawn absolument aucune case. Donc je vais juste aller mettre des valeurs par défaut directement dans le blueprint pour que ça fasse un peu plus de sens. Donc le grid tile size, on va dire 200. Dans mon cas, je veux 200, 200, puis on va dire 100 de haut, même si c'est pas vraiment important. Donc 200, 200, 100. Et le grid tile count, on va dire, on va commencer par une grille de 10 par 10. Et voilà, maintenant je peux compiler et retourner dans le monde. Et voilà, on devrait avoir notre grille comme ça qui vient de spawner. Et ici, on peut voir qu'à l'intérieur de notre grosse grille, il y a encore la petite grille qui n'a pas été supprimée. Donc, il faudrait aller faire sûr que notre petite grille est aussi supprimée. Donc, on va aller juste faire ça pour commencer. Et pour faire ça, dans le fond, je vais aller au début de ma fonction de spawn grille, comme vraiment au début. Je vais me faire un peu plus d'espace ici. Et je vais me créer une autre fonction qui s'appelle destroy grid. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction, destroy grid. Je vais prendre mon static mesh à l'intérieur et je vais faire un clear instance. Comme ça va vraiment supprimer toute la grille au complet avant d'en créer une nouvelle. Ensuite, si je retourne dans spawn grille, je peux appeler mon destroy grid ici, entre mon grid shape et le reste de ma logique, comme ça. Donc maintenant, ça devrait détruire la grille avant d'en spawner une nouvelle. Je vais compile save et je vais retourner dans le monde. Et voilà, ma petite grille au milieu n'existe plus. Et là maintenant, si je change mon grid shape, ça devrait spawner les grilles que je veux. Donc j'ai mon hexagone ici qui est un peu étrange, il va falloir réparer ça. Et même chose pour mon triangle qui est aussi étrange et qu'il va falloir réparer. Mais au moins le carré fonctionne. Et on peut aussi le déplacer dans le monde pour tester, donc on peut le déplacer comme ça. Et voilà, on a la première passe de notre grille de terminée. Par contre, on peut voir que, mettons, si je montre mon square level ici, ma grille ne s'adapte pas vraiment avec les cases que j'avais déjà avant. On peut voir que ça ne snap pas vraiment sur ces cases-là. Donc, en ce moment, notre grille fonctionne seulement si elle est bien alignée, si dans le fond, si on l'aligne manuellement bien. Mais il faudrait qu'on fasse en sorte que la grille s'aligne tout le temps, comme il faut, pour pas qu'on ait besoin de delay avec tout ça manuellement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans la prochaine vidéo, en même temps de faire en sorte que l'hexagone et le triangle fonctionnent, parce qu'en ce moment, ils ne fonctionnent pas vraiment. En fait, on peut voir ça encore mieux si j'ouvre ma grille de triangle. On peut voir que dans le fond, les triangles, ils ne s'alignent pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout ici. On peut voir qu'il y a vraiment des gaps entre les triangles et même chose si je fais la même chose pour l'hexagone. Donc si je montre mon hexagone ici, les hexagones sont vraiment pas dans la bonne direction et c'est vraiment pas ce qu'on veut là. Ici, on peut voir qu'il y a des trous et bref. Il y a plein de choses à réparer. Donc on a encore de la job pour la prochaine vidéo. Mais on en a assez fait pour aujourd'hui. Donc on se laisse et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!